Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, à Noël, on ne sait jamais quoi offrir à nos ados. Mais cette année, on a trouvé le cadeau idéal. 2 heures dans leur forfait. Et vu le prix, c'est aussi un cadeau pour nous. Alors, c'est qui les parents trop géniaux ? Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez du forfait starter 2 heures à 0 € par mois pour les clients box pendant 1 an, puis 5 € par mois. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 8 janvier 2018 pour toute nouvelle souscription. Prix multipack sans mobile avec engagement 12 mois. RMC, M comme Maïtena, Maïtena Birabin. Salut à tous, ravi de vous retrouver tous les jours à partir de 15h sur RMC pour parler de l'actu et rencontrer ceux qui la font. À 15h45, un politique qui n'a pas le tournis. Républicain, il a fondé les Constructifs avant de les quitter pour En Marche et d'être exclu des Républicains. Vous suivez ? Thierry Solaire, député La République En Marche, va venir faire le tri tout à l'heure. Mais d'abord, le Brexit, il semble être sur la bonne voie. Un accord avec l'Union européenne se joue en ce moment même à Bruxelles. Voilà pour la politique. Et dans la vie, si tu reviens Jeanne Hultou, est-ce possible pour les Anglais de faire marche arrière ? Comment font les entreprises, les Anglais en France, les Français là-bas ? Jérôme et moi attendons vos appels au 3216 ou sur le hashtag M comme M. RMC, M comme Maïtena. Leur choix est historique. Les Britanniques claquent la porte de l'Europe. Des Britanniques qui sortent de l'Europe, le camp des partisans du Brexit jubile. Le soleil s'est levé sur un Royaume-Uni indépendant. La première ministre britannique déjeune à Bruxelles. L'objectif, c'est de trouver un compromis. Avant toute avancée, nous souhaitons clarifier la chose sur le règlement des citoyens européens, les termes financiers de la sortie et la question de l'Irlande. Trouver les termes d'un divorce qui soit acceptable des deux côtés avant d'acter définitivement la séparation entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, au plus tard précisément le 29 mars 2019. Maïtena Birabin. Excellent choix musical, si je peux me permettre. Bonjour Alexandre Holroyd. Bonjour. J'espère que je le prononce correctement. Absolument, okay. c'est parfait. Vous êtes député La République En Marche des Français de l'étranger, vous êtes franco-britannique, votre moitié française se fiche totalement du Brexit et souhaite bon vent à votre autre moitié anglaise, où vos deux moitiés sont concernées. Mes deux moitiés sont concernées, je pense que tout le monde est concerné par le Brexit. Il y aura un impact. Pourquoi il y aura un impact. Je pense que si jamais ça se passe mal, il y aura un impact qui sera négatif pour tout le monde. La seule différence qui sera nettement plus négatif pour le Royaume-Uni que pour les autres. Je pense que tout le monde, que ce soit à Bruxelles, que ce soit dans les capitales, a regretté le choix des Britanniques qui a été fait par les Britanniques. C'est vrai. Je vous dis, si jamais ça se passe mal, ça peut se passer bien et que ça ait des répercussions positives ? Non, je pense pas qu'il y aura des répercussions positives. Donc la question maintenant, c'est une graduation du dommage. Oui, c'est ça. Mais il y a deux alternatives très distinctes, qui est qu'il n'y ait pas d'accord et du coup que ça soit une vraie catastrophe, particulièrement pour le Royaume-Uni, ou qu'il y ait un accord et que, si vous voulez, le dommage soit un peu limité. On fait du damage control. Exactement. Comme on dit en français. Olivier Campenon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Chambre de commerce franco-britannique. C'est mauvais pour l'Angleterre et c'est bon pour la France, le Brexit ? Je crains que non. Ouais. C'est comme disait Alexandre, c'est mauvais pour tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas un enjeu à somme nulle. C'est pas parce que les Britanniques vont perdre quelques banquiers et que nous allons en récupérer quelques-uns qu'on va gagner. C'est mauvais pour tout le monde. Ok, très bien. Nous avons... quelles sont les possibilités aujourd'hui pour les entreprises franco-britanniques ? Vous leur conseillez quoi, Olivier Campenon, de rentrer en France ou pas ? Non, on leur propose de se préparer. C'est surtout ça qui est important. On est dans une phase d'attente, d'incertitude. Se préparer à quoi ? Alors, se préparer d'abord au pire. Parce que si effectivement on va dans ce qu'on appelle le hard Brexit, c'est-à-dire pas d'accord, automatiquement on va retomber sur ce qu'on appelle les accords de l'OMC. C'est pas bon. C'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce. Donc d'un seul coup vous vous retrouvez avec une barrière douanière qui va impacter votre import-export. Oui. Donc il faut s'y préparer, il faut savoir que faire. La deuxième chose, c'est que le Brexit a ceci de particulier, c'est qu'il impacte toutes les facettes de l'entreprise. Que ça soit l'import-export, on en a parlé, mais aussi la finance, parce que je vous rappelle que Londres est la première place financière d'Europe, donc elle finance beaucoup d'entreprises. On ne sait pas, parce que l'autorité bancaire européenne, par exemple, elle a quitté Londres pour rejoindre Paris. Ça, c'est la régulation. C'est la régulation. C'est important la régulation. C'est très important. C'est pour ça que ce changement de régulation peut être important pour les entreprises au Royaume-Uni. Donc ça touche la finance, ça touche le juridique, ça touche tout ce qui est contractuel, ça touche les ressources humaines. Donc vous voyez que pour toute entreprise, il faut s'y préparer. Nous sommes évidemment avec vous. Vous pouvez nous joindre quand vous voulez au 3216 et nous avons au 3216 Michael Jones. Pourquoi ? Bonjour Michael Jones. Bonjour. Vous êtes britannique, si vous appelez Michael Jones a priori ? Oui. Et vous êtes le Michael Jones que nous connaissons ? Oui. Le musicien qui joue avec Jean-Jacques Goldman ? Exactement. C'est vous, bien soyez le bienvenu. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Michael Jones ?
Justement, pour moi, le Brexit, c'est une vaste escroquerie. Ouais. Moi, ça fait plus de 40 ans que je vis en France, mais je n'ai eu aucun moyen de voter pour ce Brexit. C'est-à-dire que la plupart des gens qui vivent sur le continent n'ont pas pu donner leur avis parce que rien n'a été mis en place pour qu'on puisse voter. Rien ne vous a été permis pour que vous puissiez vous exprimer sur la sortie de votre pays de l'Europe. C'est quand même incroyable, cette histoire. Bah oui, c'est comme ça. Alors, Olivier Campenon, le président de la Chambre de commerce, veut réagir, et puis ensuite, Alexandre Royd aussi. Et je compatis avec Michael parce que ça a été la réaction la plus forte que l'on a entendue de tous nos compatriotes, les compatriotes britanniques sur le territoire français. Qui sont forcément plus pro-européens. Voilà, mais tout simplement parce qu'il y a une loi britannique qui spécifie que si vous êtes plus de 15 ans à l'extérieur du Royaume-Uni, vous perdez le droit de voter. Et donc, il y a eu un essai de la part de toutes ces personnes qui sont donc loin de leur pays de pouvoir faire changer cette loi en temps et en heure avant le Brexit. Ça n'a pas été le cas. Je sais qu'aujourd'hui c'est un point qui est soulevé encore et qui va, je l'espère, être rétabli. Alors du coup, j'imagine que vous connaissiez cette loi, Michael Jones. À l'époque, non. À l'époque, non. Je l'ai appris à mes dépens, mais c'est que ça représente des millions de votes, quoi. Il y avait ça. Deuxièmement, ce vote a eu lieu au moment où le Pays de Galles était en demi-finale de l'Euro à Lyon, et il y avait 20 000 Gallois à Lyon. Donc vous dites, il y a des tas de gens qui auraient pu s'exprimer, qui ne l'ont pas fait. Tous ceux qui, comme vous, vivent en France ou ailleurs, auraient voté pour rester dans l'Europe. Vous auriez voté pour rester, j'imagine ? Évidemment. Mais j'en ai rencontré plein de gens depuis... qui ont monté des commerces, qui ont leur vie en France maintenant, et ils se sont trouvés exactement dans le même cas que moi, et ils sont désespérés, ils savent même pas ce que l'avenir va leur réserver. Va leur réserver, ils sont vraiment désespérés. Alors, franchement, je me mets à votre place, Michael Jones, et je comprends, je me tourne vers vous, Alexandre Roy, c'est incroyable que des citoyens britanniques n'aient pas pu voter. Alors il y a eu plusieurs. À l'époque, c'était un grand sujet pour les Britanniques. C'était à quel point est-ce qu'il fallait élargir le vote. Il y a eu un grand sujet aussi sur les jeunes, sur est-ce que les gens qui avaient entre 16 et 18 ans devraient pouvoir voter, parce qu'après tout c'est leur avenir. Et ça a été tranché. Il a été tranché probablement avec des conséquences négatives pour le vote du oui, que les jeunes par exemple ne pourraient pas venir et que les citoyens qui vivent en Europe ne pourraient pas venir. Mais le sujet qu'on a aujourd'hui et auquel moi j'essaie de travailler le plus possible, c'est de s'assurer que les citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni, que les citoyens britanniques qui vivent en Europe gardent la quasi-totalité de leurs droits. Ça veut dire quoi, la quasi-totalité ? Qu'est-ce que va perdre Michael Jones, par exemple ? Aujourd'hui, on s'en rend pas compte, mais quand on se déplace au sein de l'Union européenne, il y a tout sont sous-jacents à notre vie, que ça soit l'accès à la sécurité sociale dans les pays d'accueil, que ça soit l'accès à la santé, que ça soit l'accès à toutes sortes d'aides d'État et ainsi de suite, qui sont disponibles pour l'ensemble de nos concitoyens. Il faut qu'au lendemain, les quelques 3 millions de Français plutôt d'Européens qui vivent au Royaume-Uni et le million de citoyens britanniques qui vivent en Europe et qui se sont installés sous la protection de la citoyenneté européenne. Pardon, je vous arrête. 1 million d'Anglais qui vivent en Europe. Et 3 millions au Royaume-Uni. 3 millions d'Européens au Royaume-Uni. Non mais 1 million d'Anglais qui n'ont pas voté, donc c'est parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de le faire. Exactement. C'est quand même très étonnant quand même ce qu'on entend là. C'était l'une des grandes discussions politiques et les Britanniques ont fait ce choix-là, qui était leur choix et qui a probablement eu une répercussion sur le vote final. Il y a eu ce genre de décision qui a été faite. Mais donc maintenant, le sujet, c'est vraiment de protéger les droits de ses citoyens et de s'assurer que la négociation européenne fasse en sorte que tous ceux qui se sont déplacés, qui se sont installés quelquefois depuis 20 ans, d'ailleurs comme Monsieur Jones ici, et qui se sont déployés sous la protection de cette citoyenneté européenne, gardent tous les droits qu'ils avaient acquis ou qui étaient acquis sous la protection de la citoyenneté européenne. Merci beaucoup Michael Jones de nous avoir appelés. On va essayer de discuter des droits que vous risquez de perdre ou de garder. Oui, je vous en prie. Personnellement, normalement, je ne perdrai rien puisque je suis aussi maintenant français. Disons que j'ai un certificat de nationalité française, j'ai juste pas d'état civil, donc ça c'est
c'est un autre débat. Bon, écoutez, on se tient au courant, Michael. Merci beaucoup d'avoir été avec nous au 32-16 et bonne chance pour ce Brexit à venir. Patrick est avec nous et il va nous raconter qu'il a ouvert un business juste avant le Brexit et quels impacts ça a eu pour lui. Merci d'attendre une petite minute, Patrick. On est de retour dans un instant sur RMC. RMC, M comme Maïtena. Star Wars est à la poste. À l'occasion de la sortie du film Les Derniers Jedi, venez découvrir nos séries spéciales Star Wars à l'effigie de vos héros. Et jusqu'au 6 janvier, participez à notre grand jeu Star Wars La Poste pour tenter de gagner un voyage pour 4 personnes au Shanghai Disney Resort, ainsi que des centaines de cadeaux collector. Jeu avec obligation d'achat soumis à condition, voire règlement sur laposte.fr/Star Wars. Les Derniers Jedi, le 13 décembre au cinéma. Alors fans de Star Wars, rendez-vous vite à la Poste. Bon, maman, la voiture électrique, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Quand je serai sûre qu'on peut aller loin avec. Mais t'inquiète pas, il y a près de 20 000 bornes de recharge en France. Ah oui? Et j'en veux une très design. Ça tombe bien, la BMW i3 est trop stylée. Et c'est là au moins. Ok ma chérie, on file chez BMW i. Nouvelle BMW i3 avec charge rapide à partir de 295 € par mois, sans apport. Loyer pour une BMW i3 sous condition de reprise. Bonus écologique inclus, LLD 36 mois 30 000 km sous réserve d'acceptation par BMW Finance jusqu'au 31 décembre. Détails sur bmw.fr. Les 15 jours au champ, c'est maintenant. J'annonce que dorénavant, une délicieuse odeur de café va flotter au petit déjeuner. Eh oui, jusqu'à samedi avec votre carte au champ, pour l'achat d'un lot de 3 paquets de café carte noire de 250 grammes, 50% sont crédités sur votre compte Wahoo. 50% d'économie sur du café carte noire? On peut dire qu'ils ont mis le paquet. Pendant les 15 jours au champ, les bonnes affaires ne s'arrêtent jamais. Voir conditions en magasin. Pour votre santé, évitez de grignoter. Et si on parlait Renault Occasion? Alors vas-y, raconte ta soirée avec Julien. C'était vraiment bien, on a plein de points communs. D'abord, il a lui aussi une Twingo d'occasion, c'est génial, non? Ah, top! Cette Twingo d'occasion a 5 ans comme la mienne. Il l'a achetée à petit prix comme moi. Et attends, en plus elle est aussi garantie 6 mois. Et oui! Avec l'offre prix futé, vous allez être fiers de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2017, voir conditions de l'offre prix futé sur Renault.fr. RMC, M comme Maïtena. Le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. On commence à savoir combien le Royaume-Uni est prêt à payer pour sortir de l'Union Européenne. 40 milliards d'euros selon le chiffre révélé hier par le Sunday Telegraph. On est loin des 100 milliards d'euros évoqués du côté de Bruxelles. Chez les 27, il y a une forme d'impatience, voire d'exaspération face à l'insuffisance des progrès accomplis 1 an et demi après le référendum sur le Brexit. Les Britanniques ont promis de l'argent, ils vont payer. Londres est d'ailleurs OK pour respecter ses obligations. Bref, malgré la bonne volonté affichée des deux côtés, c'est l'impasse. Maïtena Birabin. Mais ça avance aujourd'hui au sein de l'Union européenne. La discussion a lieu en ce moment même et nous sommes évidemment réunis pour parler du Brexit avec Alexandre Holroyd qui est député La République En Marche des Français de l'étranger et avec Olivier Campenon qui est le président de la Chambre de commerce franco-britannique. Avec nous au 32-16, Patrick. Merci d'avoir attendu, Patrick. Vous êtes viticulteur. Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que vous dites? Bonjour, soyez le bienvenu. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux Anglais? Bon vent, vogue la galère, ou allez, si tu reviens, j'annule tout? Non, pas du tout. On est depuis la guerre des 100 ans les meilleurs ennemis du monde. Donc oui. Il faut qu'on continue à être très amis. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est que on a entendu depuis le jour du Brexit beaucoup de personnes et défenseurs du Brexit nous dire que ça n'avait pas commencé, il n'y avait aucun effet. Moi, le jour du Brexit, nous on est viticulteurs, on avait ouvert 6 mois avant un marché au Royaume-Uni et notre importateur, qui était un gros importateur au Royaume-Uni, n'y croyait pas d'ailleurs, ne souhaitait pas le Brexit. Ouais. Et le jour du Brexit, il a écrit à tous ses fournisseurs, dont nous, donc producteurs, pour nous dire que la livre sterling était au niveau du dollar du Zimbabwe, que de juin à septembre, qu'en septembre, il allait relever les prix sur le marché anglais, c'est-à-dire que les Anglais allaient payer plus cher nos vins. Ouais. Donc déjà effet pour les Anglais et pour les Britanniques eux-mêmes, et que du fait de la baisse de leur monnaie, ils nous demandaient de faire un effort économique par rapport au prix de nos tarifs, donc effet sur nous. Tout est imbriqué. Donc l'effet a été immédiat des deux côtés, et c'est vrai que aujourd'hui, depuis le Brexit, ça a été très simple. Pendant les 6 premiers mois, on avait ouvert ce marché avec 2000 bouteilles. On est une petite propriété de 16 hectares. On pourrait faire 100 000 bouteilles à l'année.
Donc c'était énorme pour nous, c'était une très belle entrée. Et il était prévu 2000 bouteilles jusqu'à la fin de l'année. Eh bien, nous avons eu 0. Ouais, vous avez décidé de ne rien envoyer parce que la baisse de prix qu'on vous demandait était trop importante, Patrick? Pas du tout, c'est notre client qui ne nous a plus acheté alors qu'il avait prévu de nous acheter 2000 bouteilles en plus jusqu'à la fin de l'année. Je vais me tourner vers Olivier Campenon. On rappelle bien entendu que le Brexit n'est pas effectif, mais c'est l'effet d'annonce qui a eu ces conséquences pour vous, Patrick, et Olivier Campenon va y revenir. Exactement, et Patrick, je vous comprends bien, et vous n'êtes pas le seul. Nous avons interrogé les entreprises partout avec nos collègues autres chambres britanniques partout en Europe, et il est ressorti 3 points sur l'impact du Brexit. Le premier, c'est que le Royaume-Uni est un élément central de l'économie européenne, c'est-à-dire qu'on est tous interconnectés. Et c'est déjà fait, qu'on le veuille ou pas. La deuxième chose, c'est que la mise en place de nouvelles barrières douanières, donc la sortie du marché unique, aura un impact négatif. Dès qu'on va remettre des douanes, ça va être plus compliqué, donc pour tout le monde, ça va plus cher. Mais surtout, et c'est le troisième point qu'illustre très bien Patrick, l'incertitude. Cette incertitude qu'on n'aime pas dans le business. Alors, c'est vrai qu'on est habitué à un petit peu d'incertitude, un petit changement dans le change avec une autre avec le dollar. Bon, ça arrive. Mais là, je le disais tout à l'heure, on est incertitude sur tout. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'abord quelle va être la monnaie, le niveau de la monnaie, elle a baissé de 15%, d'où l'impact direct pour les Britanniques qui veulent acheter quelque chose qu'ils importent, ça leur coûte plus cher, donc évidemment ils demandent une réduction de prix à Patrick, mais aussi juridiquement, encore une fois, le pourcentage de douane qu'il va falloir payer. Tous ces éléments-là, devant cette incertitude, les entreprises voient une baisse. Et ça se traduit aujourd'hui de l'inflation au Royaume-Uni. On est remonté presque à 3%, ce qui n'avait pas été vu depuis des dizaines d'années, et une baisse de la croissance, puisque pour la première fois, et c'est important de le dire, là un petit cocorico quand même, c'est que la croissance prévue pour la France est de repasser au-dessus de la croissance de la Grande-Bretagne. Mais c'est malheureux pour le business. C'est très malheureux. Combien de sociétés sont impactées ou peut-être impactées comme Patrick? Combien de sociétés françaises exportent C'est une très bonne question. On a à peu près 30 000 sociétés françaises qui exportent vers le Royaume-Uni. C'est beaucoup. Et vous avez à peu près 3 000 sociétés françaises qui ont une filiale au Royaume-Uni. C'est 7% des exportations de la France qui vont au Royaume-Uni. Et pour les filiales, on sait ce qui va se passer ou on n'a aucune idée? On est dans le bleu encore? Ah, mais on ne sait pas. On est dans le bleu complet. Si vous avez une entreprise et que vous avez une filiale en Grande-Bretagne, appelez-nous. C'est la raison pour laquelle, par rapport à ce qui se passe actuellement à Bruxelles, le message fort de toutes les entreprises, c'était actuellement, c'est en ce moment même. La discussion de Theresa May avec Monsieur Juncker, c'était il est urgent de rentrer dans les négociations commerciales. C'est important de s'accorder sur le divorce, mais il faut absolument parler du futur, parce que si vous n'en parlez pas, aujourd'hui, 10% des entreprises ont déjà commencé à prendre des mesures comme si tout allait se passer très mal, et dans 6 mois, ça sera plus de 50%. Vous vouliez intervenir, Non, mais je voulais dire que je suis entièrement d'accord. Tous les indicateurs macroéconomiques au Royaume-Uni sont plutôt négatifs. La croissance a été revue à la baisse de 0,2 points. Encore une fois, le Brexit n'est pas effectif. Et le Brexit n'est pas effectif. Donc il y a deux effets. Il y a un premier effet qui est l'effet, si vous voulez, le sentiment général, qui c'est la baisse des salaires réels, c'est la baisse des prévisions de croissance, et ainsi de suite. Et puis après, il y aura le deuxième effet qui sera le produit de l'accord éventuel qu'il pourra avoir entre l'un et l'autre. Cela dit, moi je pense qu'il est très important de suivre la procédure que le négociateur européen avait déterminée, le commissaire Barnier, de faire une première étape où on établissait exactement ce que le Royaume-Uni devait à l'Union européenne, aux citoyens de l'Union européenne et vice versa, et une deuxième étape où on se penchait sur cette relation qui suit, et j'espère qu'on passera très très prochainement à cette deuxième étape qui est clé, qui est essentielle pour toutes les entreprises françaises au Royaume-Uni et toutes les entreprises du Royaume-Uni qui sont ici. Alors tous ceux qui s'intéressent à l'Europe suivent évidemment, on essaie d'avoir des informations minute par minute de ce qui se passe à Bruxelles, et j'imagine que c'est exactement la même chose à Londres, où nous allons rejoindre grâce au 32-16 Denis McShane. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez été le ministre des Affaires européennes de Tony Blair. Vous suivez sur la chaîne info anglaise les négociations, Monsieur McShane? Bien sûr, la grande nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'à Dublin, le gouvernement irlandais a obligé les Britanniques, Madame May, d'accepter leur position qu'il n'y aura pas de divergence dans le règlement de la commerce entre Irlande et Irlande du Nord. Et l'enjeu, c'était une frontière dure entre l'Irlande et la République d'Irlande et l'Angleterre, qui aurait vraiment compliqué les échanges commerciaux de manière infernale. Et donc, ils ont effectivement obtenu ça. Mais vous avez, j'imagine, enfin, c'est impossible pour moi de pas vous demander une réaction
Constitution, Tony Blair était reçu par la BBC, je crois, dimanche, et il a dit « Tant que ça n'est pas fait, ce n'est pas fait ». C'est inouï, il n'y aura pas de Brexit, Denis McShane? Pour le moment, il faut accepter que le Brexit n'a pas eu lieu. On est dans une espèce de très longue drôle de guerre. Les divisions blindées Panzer n'ont pas encore franchi le Rhin. Et donc, on ne sait pas quoi exactement le Brexit va nous apporter. Et M. Patrick et aussi les autres speakers déjà ont indiqué, si l'Angleterre quitte l'union douanière, quitte le marché unique, c'est-à-dire chaque produit doit avoir son carnet des douanes, sauf des douanements. Michel Barnier m'a indiqué ça tête à tête il y a quelques mois. Pour le moment, je salue Michel Barnier, il est très ferme avec le président Macron. C'est un peu l'Europe et la France 3, l'Angleterre 0. Et on avance à la prochaine étape, mais c'est toute cette question de la politique intérieure, intestinale, parce que la plupart des conservateurs, partis de compte de Brexit, la presse veut avoir leur argent, leur beurre et l'argent du beurre. Bien sûr. Mais Denis McShane, 52% des électeurs jugent que c'est réversible. On a entendu parler d'un Anglais sur 2 qui demande à revoter. C'est possible, ça? C'est plus solide que ça. Un grand sondage publié hier indiquait 50 à 34 demandons un nouveau référendum une fois l'accord final est connu. Bon, c'est un seul sondage, il faut être très très prudent, mais on voit partout en Angleterre l'appréhension. On commence à voir à quel point les mensonges de la presse de Rupert Murdoch et les autres journaux depuis 20 ans, c'est pas simplement une petite campagne de 6 semaines, 2 mois l'été passé, maintenant on voit qu'énormément de fabulations, de falsifications a eu lieu, et il y a, globalement, non, un référendum, pense au référendum 2005 en France sur la Constitution, c'est pas réversible. Mais là, c'est un nouveau statut, et il y a des bons arguments pour dire, avant que ça soit mis en œuvre, demander au peuple. Bon, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler depuis Londres. Évidemment, je suis comme vous, je suis collé à BFM TV, moi, pour voir l'avancée de la discussion qui a lieu en ce moment à Bruxelles. Merci infiniment, monsieur. Have a good day. On va se retrouver dans un instant pour voir si le vote des peuples est toujours écouté. C'est pas complètement sûr. À tout de suite sur RMC. RMC jusqu'à 16h. M comme Maïtena. Maïtena Birabin. Je suis toujours en compagnie du député La République En Marche des Français de l'étranger franco-britannique Alexandre Holroyd. Je suis également avec Olivier Campenon, le président de la Chambre de commerce franco-britannique. Nous parlons bien entendu du Brexit et nous venons d'avoir Denis McShane qui a été ministre des Affaires européennes de Tony Blair, qui était en direct avec nous par téléphone et qui nous disait que ce vote avait été volé en fait. Il avait été pipé par la presse en particulier. Est-ce que, Olivier Campenon, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Ce vote a été volé aux Britanniques. Je crois que les Britanniques ont voté et je pense qu'ils feront très attention à respecter le vote de leurs concitoyens. Alors, en effet, on peut penser que certains des arguments qui avaient été utilisés par la campagne du oui au référendum, donc pour le Brexit, étaient plus que fallacieux. Nigel Farage est revenu une semaine après le vote en disant je me suis trompé, excusez-moi, on va pas nous rendre de l'argent en fait. Et c'est vrai que cet argent, on avait parlé de sommes faramineuses, de 350 millions de livres par semaine qui allaient être rendus et qui allaient être reversés au niveau de la sécurité sociale. Finalement, il risque d'avoir à payer. C'est même 350 millions de livres pour payer le coût du départ. Et effectivement, autour de 50 milliards. Alors, les chiffres, on connaîtra certainement pas le chiffre final, puisque d'abord c'est de la négociation, et puis évidemment, compte tenu de la situation politique, on peut penser qu'il ne serait pas bon de le mettre trop clairement devant tout le monde. Mais je crois que ce qui est important de comprendre, c'est qu'au-delà de cet argent, le vote avait été pour un retour de souveraineté et contre l'immigration, 600 000 personnes qui rejoignent le Royaume-Uni par an. C'est toujours là, ce besoin de souveraineté. Ce dont il parle actuellement à Bruxelles, c'est un problème de souveraineté.
pour les citoyens, pour la protection des citoyens européens qui seraient au Royaume-Uni. De qui doivent-ils dépendre? De la Cour de justice européenne ou d'une Cour de justice britannique? Et là, on touche du doigt ce qui est tellement sensible, la souveraineté pour nos amis britanniques. Ils veulent avoir le contrôle. Ils ont voté pour le Brexit. Ça, ils ont voté pour le Brexit. Il faut le respecter. Il n'est pas question de revenir là-dessus, ou il y a encore une possibilité ou une éventualité de le faire. En tout cas, le vote, il est souverain, Alexandre Voigt. Non, le vote est souverain. Et s'il y a des éléments différents, Dennis McShane mentionnait la presse, qui sont critiquables ou moins qui sont discutables dans le système démocratique anglais, le vote, quand il a été proposé par le gouvernement Cameron, il a été proposé dans les conditions existantes, c'est-à-dire dans la loi existante, qui était cette loi qui excluait les gens qui vivent à l'étranger depuis plus de 15 ans de voter, sous les conditions avec une presse qui est très hostile pour une grande partie à l'Union européenne, très clairement. Donc, il faut dire ce qui est, c'est-à-dire que le choix de mettre cette décision de mettre cette décision dans un référendum a été fait de façon très consciente dans un système qui n'était pas particulièrement favorable à l'UE et dans un contexte qui n'était pas particulièrement favorable à l'UE. Après, de savoir, vous savez, c'est une discussion éternelle, c'est un peu comme la discussion qui se passe aux élections américaines avec le vote populaire, la différence entre le vote populaire et le nombre de grands électeurs, les gens qui vous disent que Hillary Clinton a gagné plus de votes que Donald Trump. 3 millions de voix de plus que Donald Trump, mais c'est Donald Trump qui est élu. Il y a dans nos structures démocratiques des imperfections. Oui, mais on n'est pas le centre du monde, c'est chacun son système. Exactement, et c'est le système. Juste une chose d'un esprit malade comme le mien, est-ce que les fiançailles de Harry et Meghan arrivent comme ça, ou est-ce qu'elles collent à l'actualité pour essayer de faire passer l'addition de 45 à 55 milliards que vont devoir payer les citoyens britanniques? Ah non, là, je pense qu'il y a coïncidence, là. Je pense pas qu'il y ait... Je vous ai dit que j'étais un esprit malade, hein. J'ai assumé d'entrée ma question. Vous êtes d'accord avec ça, Olivier Campenon? C'est aussi une coïncidence? Ce que je remarque, c'est que, en tout cas, le duc et la duchesse de Cambridge ont fait le tour de l'Europe récemment, et en particulier en France, hein, ils ont lancé une initiative qui est formidable, qui s'appelle Les Voisins, et qui est là pour rappeler le nombre d'échanges qui existent entre nos deux pays. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que au-delà de toutes ces discussions qui sont importantes, on peut en parler d'un point de vue de l'entreprise du Brexit. Mais au-delà de tout ça, nos relations existaient avant l'Union européenne, pendant l'Union européenne et après l'Union européenne. Et donc c'est important, et ces liens sont très étroits. Et en particulier, et ce qui nous concerne directement, c'est ce qu'on a appelé les accords de Lancaster, qui sont les accords de sécurité et de défense entre les deux pays. Et cela continue. Donc je crois que c'est important de le rappeler. Georges est avec nous au 32-16. Merci d'être là, Georges. Vous attendiez depuis un moment. Merci d'avoir attendu. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Bonjour, merci à vous. Merci. Ah, c'est pas George, c'est George. You're George. Exactement. Oh, sorry, George. I'm very sorry. Exactly, it's George. Oui, mais c'est quelques années que j'habite en France, dans les 2010. Et avant ça aussi, j'habitais en Allemagne, en Italie, à la Belgique. Donc, j'ai un peu fait les tours de l'Europe. Oui. Mais voilà, je voulais dire que moi, j'étais pour rester en Europe. J'étais pour les Remain, pas pour les Brexit. Ceux qui restent, Remain. Et honnêtement, je trouve aussi, je suis d'accord avec l'autre personne qui est intervenue avant, qui disait que c'est absurde, pas seulement étonnant, que des citoyens anglais qui habitent en Europe, ils n'ont pas eu le droit de voter pour ce référendum. Parce qu'on ne parle pas d'un référendum qui concerne simplement l'Angleterre. On parle d'un référendum qui concerne l'Europe et les citoyens qui habitent en Europe. Donc, c'est ridicule que nous, on n'a pas eu le droit de voter dans ces côtés et je suis sûr que la majorité, il devrait voter pour rester. J'ai même parlé avec du personnel de l'ambassade, de consulat à Marseille, qui m'ont dit qu'ils ont pris passeport irlandais, etc., pour rester dans la communauté européenne. Mais donc, Georges, Georges, il y a quand même vos concitoyens ont voté pour Brexiter, pour sortir. Oui. Le Remain a perdu. Il doit bien avoir une raison à ça. Est-ce que vous entrevoyez une raison pourquoi vos concitoyens ont voté le Brexit? Oui, bien sûr. Mais ce sont des raisons, comme vous disiez avant, il y a une information médiatique et une information aussi politique qui était fallacieux, parce qu'il y avait des informations qui n'étaient pas correctes. Ces 350 millions de livres sterling payés chaque semaine dans l'Angleterre à l'Europe tenaient pas du tout en compte aussi les avantages et les bénéfices qui, par contre, l'Europe aussi retournait à l'Angleterre. Il y avait surtout la peur de l'immigration. Parce que qui voulait le Brexit, il a joué surtout sur ça.
Et je dois dire, de ces côtés, par contre, nous mettons un peu de responsabilité sur les épaules aussi, pas de l'Europe, mais des dirigeants de la Commission européenne et les politiciens des parlements en Europe qui n'ont pas forcément contrôler ce phénomène, contrôler cette problématique, et que surtout ils n'ont pas donné suffisamment d'arguments à Cameron à l'époque pour éviter qu'est-ce qui s'est passé. Ils n'ont pas du tout supporté sa action. Lui voulait rester. Cameron, il a fait un pari. Il ne faut pas oublier qu'il a fait un pari quand même. Hein. Voilà, il avait fait ça. Il a fait un pari dangereux qui a amené la Grande-Bretagne là où elle est aujourd'hui, quand même, Georges. Mais quand il a fait ça dans des conditions différentes, parce qu'il y a l'opposition. Il y avait Ed Miliband qui gérait les partis travaillistes, laboristes, il était pour rester en Europe. Mais 2 ans après, il s'est retrouvé Jeremy Corbyn, qui c'est, pardon pour l'équivalent, mais c'est un peu l'équivalent des Mélenchon. Ça vous fait rire. Alors attendez, Georges, comme vous convoquez la responsabilité du politique, en fait, vous nous dites l'Angleterre est un pays qui a peur et les politiques n'ont pas su la rassurer. Je vais me tourner évidemment vers le politique qui est avec nous, le député La République En Marche, Alexandre Roy. La peur a joué une grande partie du vote. Alors la peur a joué une grande partie du vote, mais il faut savoir et il faut être honnête, c'est que la peur a été utilisée par les deux côtés. Hein. Il y a eu un côté qui a utilisé la peur de la perte de souveraineté, la peur de l'immigration et ainsi de suite. Ça, c'était le côté pour partir. Et il y a eu un autre côté, d'ailleurs qui a été beaucoup accusé par le côté Brexit, d'utiliser la peur de la crise économique pour essayer de justifier un vote pour rester. Donc c'est les politiques qui ont généré la peur. Il n'y a eu aucune campagne pour rester dans l'Union européenne. Ouais. Il y a eu une campagne pour en sortir et une campagne qui disait que c'était mieux d'y rester parce qu'à choisir, il fallait mieux y rester, mais que c'était pas terrible. Entre deux mots, entre la peste et le choléra, il valait mieux choisir l'un des deux. Et ça, c'est très clair qu'il n'y a pas eu de défense depuis très très longtemps de ce que l'UE amenait. Après, je pense qu'une des choses qui est très importante pour nous Européens, pour nous Français, c'est de se poser la question quand même que derrière ce vote, il y a des réalités sociales qui se sont exprimées. Il y a si vous regardez la répartition géographique du vote, la répartition en termes de catégories socio-professionnelles, en termes de richesse, etc., elle dessine un pays qui était profondément divisé. Même si c'est vrai que le vote est un peu compliqué, que le vote du Brexit allie deux pôles d'électeurs très très différents, certains privilégiés, certains moins privilégiés. Mais elle dessine par exemple un fossé entre l'urbain qui a voté massivement pour rester. Je crois que je me souviens bien à Londres, c'est 68% pour rester. Qui est le même à peu près partout dans toute l'Europe. Exactement. Le fossé est toujours le même. Hein, la ville et ceux qui travaillent. Il y a des leçons à tirer au-delà de dire et toutes ces choses sont vraies, que la presse a eu un rôle, que le politique a eu un rôle, etc. Il y a des réalités sociales sur lesquelles il faut se pencher et qui sont aussi présentes dans nos pays. Alors quels avantages va retirer l'Angleterre du Brexit? Quel avantage ça va être pour elle? Il y en aura bien forcément, Olivier Campenon. Il cherche. Alors, vous me voyez hésiter parce que c'est vrai que ce qui est actuellement en discussion et qui a été un peu retransmis dans certains médias, c'est de se dire mais finalement d'un point de vue économique, retrouver sa liberté, sa souveraineté, n'est-ce pas l'opportunité de relancer le Commonwealth? Et le Commonwealth a cette particularité de représenter 2 milliards d'habitants qui parlent la même langue et qui surtout suivent la même juridiction. Donc c'est plus facile de faire du commerce avec ces gens-là. Et ça n'empêchait pas d'être dans l'Europe, de développer le Commonwealth. Oui, mais peut-être que le tropisme européen avait ralenti celui-ci. Et donc d'où la volonté de l'enclencher. Et je pense que pour nous et en tout cas pour les membres de la Chambre, c'est quelque chose que nous regardons avec attention parce que ça peut être aussi d'utiliser Londres comme étant un point de rebond pour aller vers tous ces pays du Commonwealth. Est-ce que pour l'instant le rebond il est pour nous? Est-ce que les entreprises anglaises viennent s'installer en France ou pas? Vous le voyez ça? Oui, certaines, absolument. Vous avez raison, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises britanniques qui se disent c'est sans doute plus facile de traverser la Manche tant qu'il n'y a pas de frontières que demain. Donc elles le font. Mais aussi des sociétés françaises qui font la même chose. Qui reviennent qui se mettent à mettre en place une branche au Royaume-Uni parce qu'elles disent c'est plus facile aujourd'hui que demain. Et compte tenu de cet écartement qui va être fait entre les deux pays, ça sera important d'avoir un pied de chaque côté. Donc on a cette tendance-là. Je mentirais en disant que c'est un raz-de-marée, mais c'est une tendance. Vous pensiez un jour qu'on aurait cette discussion en 2017? Nous sommes en train de discuter du mode de sortie de l'Angleterre de l'Europe. Ça reste quand même assez étrange.
petite histoire personnelle, vous savez, l'Assemblée générale avait été établie pour le 23 juin 2016. J'ai donc été élu le 23 juin 2016. Donc je me suis couché nouvellement élu président de la Chambre et le lendemain matin, j'étais au micro de certains de vos confrères à devoir expliquer le Brexit alors que véritablement je ne m'y attendais pas. Vous l'avez pris dans la figure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Olivier Camplon. Merci Alexandre Leroy d'être passé par notre plateau. Nous allons accueillir dans un instant Thierry Solaire. Il est député, il était républicain et constructif, mais il a quitté les constructifs pour la République en marche. Du coup, il est exclu des Républicains. Ouh là 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 là. À tout de suite sur RMC. RMC, M comme Maïtena. Vous savez, Emmanuel Macron, il parle beaucoup, mais il fait pas grand-chose. Je pense que c'est beaucoup de com et pas beaucoup d'action. Turbulence chez les Républicains. La première force d'opposition à Emmanuel Macron vient de se scinder en deux. Le groupe LR sera scindé en deux. Les historiques et les constructifs. À leur tête, Thierry Solaire. Il y en a qui comptait. Dans les mots, Emmanuel Macron, il va souvent bien. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Une vingtaine ont rejoint ce nouveau groupe, Macron compatible. Ils étaient républicains et favorables à Emmanuel Macron. Thierry Solaire, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu. Ils sont officiellement en marche. Il y a ce marigot central autour d'Emmanuel Macron, qui est l'assemblage de tous les opportunistes qui sont venus faire cuire leur petite soupe. Maïtena Birabin. Non, alors c'était Laurent Wauquiez, ça n'était pas moi. Bonjour Thierry Solaire. Bonjour. C'est injuste de vous mettre l'opportuniste de Jacques Dutronc. Moi, je trouve vraiment, parce que l'opportuniste, c'est celui qui change pour avoir quelque chose. Moi, je veux dire, j'ai pas changé. Hein. Je suis député, j'ai été élu à la. Si, vous avez changé, mais je veux dire ce que j'ai. C'est confusant quand même. Non, bah oui, il se passe des choses dans le pays. Et la droite et la gauche ont été éliminés dès le premier tour de la présidentielle. Ça, c'est pas moi qui l'ai souhaité, ce sont les Français. Oui. Moi, je suis un homme de droite. Je me revendique de valeurs de droite. Ça veut pas dire que la gauche a tout le temps tort et que la droite a tout le temps raison. On est tous d'accord. J'ai mis 2 ans de ma vie à organiser les primaires de la droite. Ça s'est terminé comme on sait, c'est-à-dire par la défaite de François Fillon, qui était inévitable, bien sûr, vu comment la campagne se passait. C'était l'élection imperdable. Et au fond, départ, moi, je me suis réengagé à l'Assemblée nationale pour une seule chose. Justement, avant que vous nous disiez pourquoi vous êtes réengagé, je sais que vous avez hésité. Qu'est-ce qui a fait que vous doutiez avant de vous présenter aux législatives? Vous savez, on fait tous, on se lève le matin, faut donner un sens à sa vie positif. Enfin, je veux dire, on fait pas. Moi, je n'ai pas besoin d'être député pour être heureux dans ma vie. J'avais une vie avant, j'aurai une vie après. J'entends bien, mais ça fait un moment que vous faites de la politique. Pas longtemps. Moi, j'ai fait un mandat de député. Je le dois qu'aux électeurs de Boulogne. J'avais même pas l'investiture pour être élu. Donc, mais si vous avez douté, je n'ai pas été. C'est ça qu'il faut comprendre pour répondre vraiment bien à votre question, Maïtena Birabin, sur l'opportunisme. Moi, je n'appartiens pas à un parti politique. Je suis un citoyen. Vous l'avez toujours dit. J'ai des valeurs. Je me présente devant les électeurs et je leur dis, si vous votez pour moi, voilà ce que je ferai. J'ai pas eu l'investiture de l'UMP en 2012. Je suis devenu député face à Claude Guéant. J'ai mis 2 ans à organiser les primaires. Il s'est passé ce qui s'est passé. C'est pas de mon fait. Non. Voilà. Et puis maintenant, les Français. Vos électeurs, ils ont voté pour quelqu'un qui était aux Républicains. Oui, enfin, vous savez. Qui était dans l'opposition. Reprenez ma profession de foi. C'est très clairement marqué. J'ai dit clairement à mes électeurs, si vous voulez quelqu'un qui râle et qui s'oppose à tout ce que fera le gouvernement, par principe, parce que c'est Emmanuel Macron et que François Fillon a été éliminé, ne votez pas pour moi. C'est marqué noir sur blanc dans ma profession de foi. Est-ce que ça vous fait pas bizarre? Tout ce qui va bien, dans le bon sens pour le pays. Je m'oppose quand il y a besoin de le faire et j'essaie d'amender. En fait, j'essaie de faire mon travail de parlementaire. Pourquoi aujourd'hui je rejoins la République en marche? Parce que je considère que dans la période dans laquelle se trouve notre pays, dans des difficultés majeures, on a 2350 milliards de dettes. Ça fait 30 ans que et la gauche et la droite n'ont pas de résultats sur le front du chômage, de la fiscalité, des déficits publics et que l'état de droit recule. Il y a capacité avec ce gouvernement, dans ce moment-là, d'avoir des résultats. Et si on n'a pas de résultats, je vais vous dire, ça va mal tourner. On va en parler tout de suite, mais juste une petite question très personnelle. Là, vous vous exprimez à ce micro aujourd'hui et vous êtes comptabilisé sur le temps de parole de la République en marche. Ça doit être un peu étrange pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont à la République en marche et qui sont pas tout à fait les mêmes que moi. Vous savez, quand j'étais aux Républicains... Parce que vous étiez sur le temps de parole des Républicains? Mais oui, mais les Républicains, ça n'existe plus. Les Républicains, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Le parti que j'ai connu n'existe plus. Le parti de droite, européen, progressiste, un parti de gouvernement, je ne le reconnais plus. Alors on va aussi parler de ça. Aujourd'hui, je vois il y a un glissement vers la droite identitaire, qui a toujours existé au sein de la droite, cette droite-là. Mais aujourd'hui, c'est celle-là qui prend le pouvoir. Elle est clairement en ligne avec ce que fait l'extrême droite. Et moi, c'est pas du tout ce que je veux pour le pays. Alors, en attendant, ils vont représenter l'opposition, clairement.
Les il y a Républicains. des oppositions à l'Assemblée nationale, il y aura celle-là comme d'autres, bien sûr. Celle-là comme d'autres. Le grand remplacement, c'est ce que vous dites avoir été le moment où vous avez décidé de quitter les Républicains, expression employée par Laurent Wauquiez. Mais Laurent Wauquiez, il n'a pas changé, il a toujours dit la même chose. Laurent il a bien Wauquiez. changé, Laurent Wauquiez. Il a démarré depuis avec le cancer Jacques de la Barrot. Cistana, il le disait déjà. On sait qu'il écoute Patrick Buisson, vous le saviez aussi. Oui, il n'a pas changé. Et d'ailleurs, depuis quelques années, moi, j'ai jamais été proche de Laurent Wauquiez, et il est depuis 4 ans à peu près le porteur d'une ligne très populiste, très anti-européenne. Moi, j'ai lu son livre à l'époque, il y a 3 ans, qui était un brûlot anti-européen total. Lui, il a bien changé. Il arrive, il était le bras droit de Jacques Barrot, c'était son suppléant à l'Assemblée nationale, c'était la droite humaniste, cette filiation-là. Mais on a le droit de changer. Moi, je crois pas avoir changé. Moi, je réclame juste 2 choses dans notre pays. Un, que l'État arrête de s'occuper de tout, et notamment de dépenser de l'argent qu'il n'a pas. Parce que qui paye l'addition à la fin, c'est ceux qui n'ont pas de boulot, et ceux qui en ont un, et qui sont matraqués d'impôts. Et donc, il faut faire les réformes en France, que les Allemands ont fait il y a déjà 25 ans avec Gerhard Schröder, et que ni la droite ni la gauche nous n'avons fait. Alors donc moi je veux que ce quinquennat soit celui des réformes. Vous dites ce gouvernement fait exactement ce que nous avons réclamé pendant des années, y compris, et vous venez de me le dire, quand la droite était au pouvoir, il y avait dans l'ancien monde un problème de conception du pouvoir. Il devait, c'était comme ça, mais ceux du monde d'après, ils font. Je sais pas, moi, il faut s'enfermer dans l'ancien monde, nouveau monde. Il y a en tout cas un moment spécifique. La droite et la gauche sont balayées, et ce président de la République élu, choisi par les Français, il fait quelque chose qui n'est pas habituel. Il gouverne avec les électeurs du second tour, donc il n'est pas uniquement avec ceux qui l'ont soutenu au premier tour, qui sont nombreux par nature, et il essaye. Ça, je lui donne ce crédit-là. Il demande à son gouvernement, qui essaye de le mettre en place, de faire une quinzaine de grandes réformes structurantes qui, si elles fonctionnent bien, si elles sont mises en œuvre dans le bon calendrier, dans la bonne amplitude, auront une conséquence, j'en suis certain, c'est que dans 4 ans et demi, à la fin du quinquennat, il y aura moins de chômeurs, nettement, et moins de pression fiscale pour la classe moyenne. Thierry Solaire, quand la droite était au pouvoir, si elle avait fait ça, vous y seriez toujours au pouvoir, la droite serait au pouvoir et la France irait mieux? Probablement, la conséquence, vous savez, moi je note que partout en Europe, les gens souvent sont réélus, les chefs d'État sont réélus. Madame Merkel, je connais les difficultés en ce moment, mais son 4e mandat. Nous, tous les présidents sortants en France sont éconduits à la fin de leur mandat. Aucun n'a jamais été réélu hors cohabitation. Jacques Chirac et François Mitterrand. Pourquoi? Parce que ça fait 40 ans qu'on ne veut pas se réformer, et la réforme, elle n'est pas contre les Français, elle est pour eux. C'est les Français qui devraient se révolter. Je les trouve très gentils, moi d'ailleurs, d'accepter tout ça. Vous appelez non, j'appelle pas à la révolte. Rien du tout. J'appelle surtout à ce que démocratiquement, enfin, on ait un peu de courage, et puis qu'on sait, je veux dire, tout le monde sait ce qu'il faut faire. D'ailleurs, la droite, elle a réclamé une réforme du code du travail. Elle ne l'avait pas fait. Vous dites Emmanuel Macron reprend les propositions économiques de François Fillon, d'Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy. La République en marche est de droite? Je ne sais pas, non, je crois pas que ce soit une réforme. En quoi elle est de gauche alors? Mais la gauche et la droite, c'est quoi? C'est des appartenances culturelles, c'est la gauche, c'est la quête de l'égalité, c'est de veiller à des injustices. Une mesure du gouvernement qui serait de gauche. Je ne crois pas que ça soit complètement disparu, la gauche et la droite. Encore une fois, au-delà de la gauche et de la droite, il y a des réformes. Vous savez, c'est Gerhard Schröder qui les a fait en Allemagne, ces réformes-là. C'était de gauche, hein. C'était la gauche allemande. C'est les jobs à 1 euro, c'est les réformes Hartz, sont aussi très critiquées. Elles sont aussi, mais je vois bien qu'on a un regard très critique sur ce que font les Allemands avec les gens qui, parfois, qu'on a un petit job. Chez nous, on paye les gens au RSA sans travailler. En Allemagne, on leur demande de travailler quelques heures par semaine en échange de cette allocation. La vérité, c'est qu'en Allemagne, il n'y a pas beaucoup de chômage. Chez nous, ça explose. La vérité, c'est qu'en Allemagne, il n'y a pas de dette publique. Nous, ça explose. Il y a des salariés pauvres aussi, beaucoup. Énormément. Chez nous. Et chez nous. Il y en a beaucoup plus en Allemagne. On avait mis donc dans le générique la chanson de Jacques Dutronc, l'opportuniste. Est-ce qu'on peut la mettre pour Olivier Dussopt qui a rejoint le gouvernement après l'avoir combattu? Opportuniste et pitoyable, dit le PS qui l'a exclu depuis. Est-ce que vous le comprenez, vous, Olivier Dussopt? Je vois bien. C'est facile, vous savez, moi-même. Non, c'est pas facile. Ce sont des vraies questions, Thierry Solaire. Je vais pas. D'abord, moi-même, je ne cours pas d'après des pas. Je vous rappelle que je n'ai jamais été nommé quelque part. Je suis élu, donc c'est un choix de conviction que je fais. À propos d'Olivier Dussopt. À propos d'Olivier Dussopt. Moi, je me réjouis. Vous savez, je connais un peu Olivier Dussopt. Je l'ai connu. On va préciser, juste pour ceux qui nous écoutent, qu'il est en charge d'appliquer un budget contre lequel il a voté. Oui. Quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, je vais vous dire ça comme ça. Quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, ce qui est arrivé pour moi il y a 5 ans, en 2012, vous arrivez dans un groupe d'opposition. J'étais au groupe UMP, ça s'appelait comme ça à l'époque. Quand il y a une loi qui arrive et puis qui est pas si mal, vous vous dites tout n'est pas génial dans cette loi, mais globalement c'est quand même pas mal, quoi. C'est mieux que rien.
C'est pas ce qu'on ferait, mais c'est mieux que rien. Vous savez ce qu'on vous répond? Non, un opposant, c'est fait pour s'opposer. Ouais. Et donc, au fond, la culture politique française, c'est, vous êtes dans la majorité, il faut voter tous, surtout tout le temps, sinon vous êtes un frondeur. Et puis, si vous êtes dans l'opposition... On a son libre arbitre, néanmoins. Non, mais pas du tout. Donc là, il a été obligé, vous dites, il a été obligé de voter contre, et en fait, il était pour. Non, mais le système amène tout le monde à se radicaliser pour être dans des postures. Vous comprenez que ce soit pas bon pour la réputation des politiques, ça? C'est très mauvais pour la politique tout court et pour la démocratie. Et c'est ça que, justement, que j'essaie de casser. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Je vais vous dire, les partis politiques, c'est sympathique. Si vous êtes libre, il pourrait l'être aussi. Il aurait pu voter suffisamment pour considérer aujourd'hui que dans la situation dans laquelle se trouve notre pays, il est plus utile d'accompagner les réformes. Il y participe d'ailleurs, il est rentré au gouvernement, que d'être dans des postures pour préparer 2022. Moi, 2022, ça m'intéresse pas beaucoup. Je sais qu'en 2022, si le pays va pas mieux, on se retrouvera tous collectivement dans une situation dramatique. Vous avez un DESS de marketing, je crois. En termes de marketing, elle est où la faute chez La République En Marche? Oh, écoutez, je sais pas, je crois pas qu'il y ait de faute. Il y a eu quelque chose que tout le monde pensait impossible. C'était que quelqu'un qui n'était ni de gauche ni de droite, qui avait sa propre formation politique, se présente à la présidentielle, la gagne, et puis après tout le monde a expliqué, parce que c'était comme ça que ça se passait avant, qu'il n'aurait jamais de majorité à l'Assemblée nationale. Ben, il l'a. Et donc aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est légitime. Sans faute. À porter les réformes. Aujourd'hui, il n'y a pas de faute du tout politique. Et je vais vous dire, par contre, il y aura un jugement des Français qui sera progressif, parce qu'on est en démocratie, donc c'est tous les jours, bien sûr. Enfin, il y aura un vrai jugement factuel à la fin du quinquennat sur le niveau de pauvreté, le niveau de pression fiscale, d'impôts, et puis sur le niveau de chômage dans notre pays. Si le chômage a vraiment baissé, le pays ira mieux. Évidemment. Ce matin, à 9h, Jean-Jacques Bourdin recevait le porte-parole des députés de La République En Marche, donc votre patron à l'Assemblée. Il s'appelle Hervé Berville. Il a 27 ans. Vous ne connaissez pas la prime de Noël? Mais je vous dis que, en tant que député, je ne vais pas recevoir pas vous, évidemment. de député. Non, mais pas vous, mais les Français. Est-ce que vous savez ce qu'est la prime de Noël? La prime de Noël, c'est une aide exceptionnelle destinée à aider les familles les plus fragiles. En la période des fêtes. Vous connaissiez son existence? Oui, mais vous me parlez pour les députés, c'est pour ça. Non, mais je vous parle pas des députés, là, je vous parle des Français. D'accord, très bien. Est-ce qu'elle va être reconduite? C'est pas très facile d'être face à Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes d'accord. C'est un des très grands intervieweurs de France. Mais là, vraiment, Hervé Berville perd pied. Il est complètement balbutiant. Il pratique la langue de bois. Il est au mieux approximatif, voire ignorant sur les dossiers. Il faut bosser, dit le vieux sage que vous êtes. Non, mais moi j'essaie de pas donner de leçons. Je vais vous dire ce que je perçois des nouveaux députés à La République En Marche comme chez les autres. Il y a 75% de renouvellement à l'Assemblée. C'est le porte-parole là, des députés. C'est le porte-parole du groupe. C'est un sujet. C'est pas mon patron d'ailleurs au passage. Non, mais c'est une boutade. Mais c'est un jeune parlementaire que je connais. Mais il faut bosser. Bien sûr qu'il faut bosser. Mais c'est quelqu'un de grande qualité. Après, il faut se dire les choses en vrai. Moi, je les vois et j'étais comme ça moi-même il y a 5 ans. Quand vous êtes un nouveau parlementaire, vous ne connaissez pas tous les dispositifs publics qui existent du jour au lendemain parce que vous avez eu la confiance de vos électeurs. Et c'est ça la vérité. C'est valable à La République En Marche, chez les nouveaux députés les Républicains, chez les nouveaux députés de la France Insoumise. Il faut combien de temps pour faire un bon député? Oh, je sais pas, je vais pas donner de leçons, moi. Vous avez de l'expérience, vous pouvez la partager. Non, mais un bon député, c'est quoi? C'est un député qui pratique pas la langue de bois, qui connaît ses dossiers. Voilà, moi j'essaie en tout cas de ne pas pratiquer la langue de bois, de dire vraiment ce que je pense. Hervé Berville, c'est pas quelqu'un qui fait la langue de bois, il sait pas ce que c'est que la prime de Noël. C'est vrai que tous les Français ne savent pas ce que c'est que la prime de Noël. Et un député, je vous rappelle que c'est le représentant des Français. Hervé Berville, il y a encore 6 mois, c'était probablement un salarié dans son entreprise. Il s'est engagé dans la chose publique, il est devenu représentant. Il essaye aujourd'hui de mettre son cœur, son énergie, son talent au service de faire avancer la situation du pays. Et quand on sait pas, on sait pas. Je veux dire, moi je sais ce que c'est que la prime de Noël parce que j'ai vécu 5 budgets différents. Je vois bien qui la touche et la nécessité d'ailleurs de la maintenir pour les plus fragiles d'entre nous. Mais maintenant voilà, c'est pas pour moi très structurant. Vous savez, un vrai député, c'est un bon député, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est sincère dans son engagement et puis qui essaye de suivre au fond un fil conducteur et de pas s'enfermer derrière des postures partisanes. RMC. J'aime pas trop beaucoup ça. J'aime pas. 3 petites questions d'actu, vous allez me dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Thierry Solaire, une rue avec un nom de femme dans chaque commune. C'est la délégation aux droits des femmes au Sénat qui le demande. J'espère qu'il y a pas de ville où il y a des rues où il y a pas de nom de femmes. Eh bien, il semblerait, puisque la délégation, j'ai eu la même réaction que vous. La délégation aux droits des femmes du Sénat demande au maire de donner un nom de femme au moins à une rue. C'est étonnant, hein? Oui, c'est étonnant parce que je me suis jamais posé la question comme ça. Non, mais on est dans une société patriarcale, il y a du machisme, ça s'améliore. Vous voyez, moi, je suis retombé sur la photo de ma grand-mère en 1923 à la fac de pharmacie de Paris. Elle était la seule femme dans la promo. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui vont pas. On le voit sur beaucoup de registres. Il y a du harcèlement, il y a des différences salariales. Il y a beaucoup de choses à changer. Moi, je suis heureux qu'on essaye de fabriquer du consensus pour obtenir des résultats sur le sujet. Voilà, c'est pas en appelant les journées du patrimoine, les journées du matrimoine, comme le fait la ville de Paris, qu'on va améliorer les choses.
Vincent. Vincent Moscato, comment tu vas? Et toi, Maïtena, très bien, très bien. Monsieur Solaire, mes respects. Vous êtes en marche alors, ça va? Vous êtes en forme? Oui, grande forme. Ouais, grande forme. Ça va, impeccable. Mais nous, on va parler du PSG qui a perdu à Strasbourg, Maïtena. Oui. Écoute, il faut perdre des fois de temps en temps. Mais oui, mais est-ce qu'ils vont perdre le championnat? On se pose la question, nous aussi on est en marche. On va envoyer du bois dans le super Moscato Show, on arrive. Merci beaucoup, on t'embrasse Vincent. Très bon Moscato Show qui commence maintenant. Merci beaucoup Thierry Solaire. Merci à vous d'avoir été avec nous. On va se retrouver demain à 15h sur RMC, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Je veux découvrir ton visage, Ola Morène, et tu sais quoi? Oh mais non. On va s'aimer. RMC, 15h-16h, M comme Maïtena.